à toutes et à tous, bienvenue sur notre page Facebook pour notre rendez-vous hebdomadaire concernant le diabète. Donc, comme vous le savez, depuis le mois de novembre, notre service d'endocrinologie, qui se situe au centre hospitalier de Perpignan, organise ces e-live conférences. Donc, toutes les semaines, vous avez un médecin qui répond à toutes vos questions concernant le diabète. Donc, jusque-là, nous avons organisé des thématiques pour cibler les questions et les organiser au mieux. Vous avez donc toutes ces e-lives qui sont disponibles sur notre vidéothèque, sur la page Facebook. Nous avons abordé plusieurs thématiques comme la diététique, la nutrition chez le diabétique qui intéresse beaucoup, donc vous pouvez la retrouver. Nous avons abordé également les traitements, les nouveautés du diabète, l'obésité, la mise sous insuline. Nous avons également dédié toute une e-live aux pathologies concernant la thyroïde. Donc toutes ces e-lives sont disponibles si vous souhaitez les revoir. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de faire une thématique libre pour, suite à votre demande et pour répondre au plus grand nombre de questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, que vous soyez un patient ou un professionnel de santé ou tout simplement que vous soyez intéressé par le diabète. Posez-moi toutes vos questions et j'essaierai de répondre au mieux. En attendant les premières questions, je vois que vous commencez à arriver petit à petit. Je vais répondre aux questions qui ont été posées par nos internautes sur notre page Facebook à l'annonce et en amont de cette e-live. Donc pour commencer, on a Monsieur JN qui pose une question simple mais essentielle concernant la définition du diabète. Donc, il a réalisé un bilan sanguin en ville et il rapporte une glycémie à jeun à 1,28 grammes par litre. Il se pose donc la question s'il est diabétique ou prédiabétique. Donc, je rappelle que le diabète se définit par une glycémie à jeun supérieure à 1,26 ou supérieur ou égal à 26 grammes par litre sur deux prélèvements différents. Donc, Monsieur Gian, pour répondre à votre question, si vous réalisez un deuxième prélèvement et que votre glycémie est encore supérieure ou égale à 1,26 grammes par litre, effectivement, vous êtes diabétique. Donc, je vous invite à mettre en place dès maintenant des règles hygiéno-diététiques adaptées, donc un régime et une activité physique, et vous rapprocher de votre médecin traitant ou d'un diabétologue. Pour ce qui est du prédiabète, le prédiabète se définit par une glycémie à jeun entre 1,10 et 1,26 grammes par litre. Donc, dès lors que vous avez une glycémie supérieure à 1,10, vous pouvez également d'ores et déjà mettre en place des règles hygiéno-diététiques adaptées pour maîtriser et repousser au plus tard la découverte du diabète. Donc voilà pour Jeanne. Je vais répondre maintenant à une autre question qui a été posée, en attendant les vôtres. Hein. Donc priorité au direct, hein, si je vois des questions arriver, je répondrai à vos questions. Saondra qui a posé la question qui se plaint en fait d'un diabète déséquilibré malgré une alimentation très restrictive et qui est en difficulté. Donc Saondra, effectivement, on ne cesse de vous répéter que le premier traitement du diabète, c'est un régime diététique adapté, une activité physique. Mais il faut savoir que le diabète est une maladie évolutive et que cette évolution va être plus ou moins rapide selon la sévérité du diabète dans les familles. Donc, le régime, au bout d'un certain temps, ne suffit plus et il faut mettre en place des traitements. Donc, si bien évidemment vous semblez être un diabète de type 2, mettre en place des traitements médicamenteux. Donc, il n'est pas nécessaire, Sandra, de vous affamer. En revanche, il faut se rapprocher de votre médecin pour mettre en place un traitement adapté associé à votre régime et équilibrer vos glycémies.
Voilà, donc je vois arriver, je vais faire une pause par rapport à toutes ces questions. J'y reviendrai s'il y en a un moment. Je priorise le direct comme je vous ai dit. Donc Annick nous pose une question qui nous pose la question du retour qu'on a par rapport aux nouvelles insulines. Alors effectivement, on a la chance ces dernières années d'avoir pas mal de nouveautés dans le traitement du diabète, notamment par rapport aux insulines. Donc des ultra lentes, donc 2 ultra lentes sont apparues pour venir un petit peu compléter la fameuse Lantus et la Basaglar qui sont biosimilaires. Ces ultra lentes s'appellent Toujeo et Tresiba, et elles permettent effectivement un meilleur équilibre, une meilleure stabilité du diabète, donc, et elles évitent également les hypoglycémies nocturnes. Donc elles s'adressent davantage aux patients, on va dire au morphotype fin, parce qu'on craint que, donc ça c'est une expérience, on craint qu'elle s'accumule dans le tissu adipeux et chez les patients en surpoids ou en obésité, et qu'elle n'ait pas la même efficacité. Mais effectivement, les études ont démontré une meilleure stabilité de ces ultra-lentes et la diminution des événements hypoglycémiques que les diabétiques redoutent tant. Donc effectivement, ça peut être quand même très intéressant d'avoir ces insulines ultra lentes. Il y a aussi les ultra rapides qui sont apparus, comme la Fiasp, qui sont plus incisives et plus rapides que les ultra rapides classiques qu'on connaît, hein, la Novo Rapide par exemple. Bon, là en revanche, on n'a pas, je trouve personnellement, une différence notoire par rapport aux rapides et aux ultra rapides classiques que nous avons. Mais ça permet toujours d'avoir un panel thérapeutique plus élargi et plus intéressant, adapté à chaque patient. Voilà pour répondre à Annick. Bonjour à Muriel, bonjour à Jamila. Alors, ce n'est pas une e-live sur le coronavirus, je redoutais ce moment. On fait une pause médiatique sur le coronavirus. On va s'intéresser surtout au diabète aujourd'hui, mais j'essaierai de vous répondre. Je vois Jordi qui pose la question. Si on doit craindre le coronavirus, ben, a priori, ça va être une pandémie mondiale. Hein, donc, effectivement, il ne s'agit pas de céder à la peur ni à la panique, mais j'ai bien l'impression que le coronavirus va s'étendre à l'ensemble du territoire. Et donc, il faut appeler à un comportement civique, hein, et ne pas céder à la panique, suivre les recommandations de lavage de mains et suivre les recommandations qui sont données par le ministère de la Santé pour éviter la surcharge des services d'urgence. Mais les diabétiques ne sont pas plus à risque. Hein. Si vous êtes bien équilibré, ne craignez pas plus que ça le coronavirus. On sait que la mortalité touche davantage les patients immunodéprimés ou âgés. Voilà pour la partie sur le coronavirus. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. On continue. Bonjour Maïté, bonjour Samia. Vous êtes de plus en plus nombreux, hein, partout en France et à l'étranger aussi. Donc merci de nous suivre. On essaiera de répondre à toutes vos questions au mieux. Bonjour Maria, Marie Santos aussi. Alors, monsieur Olivier Monge pose la question de savoir si, lorsque nous avons une hémoglobine glyquée à 12%, ce qui est énorme, hein, je rappelle que l'hémoglobine glyquée recommandée généralement doit être autour de 7%, voire en dessous, est-il dangereux de descendre trop vite et trop bas? Alors, effectivement, quand on est très déséquilibré, il vaut mieux une descente, une adaptation, on va dire, progressive, surtout pour les patients qui ont d'ores et déjà des complications de leur diabète. On sait que, par exemple, sur la rétinopathie diabétique ou la neuropathie, donc toutes les microangiopathies diabétiques, il y a un risque effectivement de descendre trop vite parce qu'on va
aggraver les hypoglycémies, où on va faire apparaître des hypoglycémies qui peuvent être délétères pour ces patients qui ont des micro-angiopathies, des complications. On sait que l'hypoglycémie va aggraver les phénomènes ischémiques. Donc effectivement, selon les complications que vous avez, Olivier, on va être prudent sur la rapidité de descente de l'hémoglobine glyquée et l'adaptation de vos traitements. Dans tous les cas, 12% c'est trop. Il faut tout de même effectivement vous soigner au plus vite. Je continue. Bonjour Taki. Bonjour Nathalie. Alors, on a des questions diététiques. Olivier, à nouveau, sur les protéines animales sont à prescrire pour les diabétiques. Proscrire, je suppose, et pas prescrire. Ou alors, il faudrait me préciser, monsieur Monge, parce que je n'ai pas bien compris votre question. Les protéines, alors, on recommande les protéines font partie du régime équilibré. Effectivement, il ne faut pas abuser des viandes rouges car elles sont grasses et peuvent également provoquer une augmentation de l'acide urique, mais il faut varier toutes les protéines, qu'elles soient animales ou autres, pour avoir une alimentation la plus équilibrée possible. Il n'y a pas d'aliments à proscrire, pas de régime restrictif à avoir. Donc, je sais bien que c'est la mode des régimes divers et variés, cétogènes. Voilà, bon, ça pour le coup, on n'est pas tout à fait pour en endocrinologie. On recommande plutôt les régimes équilibrés et variés sans proscrire aucun aliment. Là encore, je vous invite à revoir les e-lives qui ont été consacrés à la diététique, hein, donc que vous retrouverez sur notre page Facebook. Alors, Muriel Hajman qui me pose la question des inconvénients d'une pompe à insuline, car son traitement est lourd, puisqu'elle prend plusieurs comprimés, dont du Stalgide, du Diamicron et de l'insuline. Toujeo associé à du Trulicity qui, je rappelle, est un analogue GLPR, donc ce n'est pas l'insuline. Mais c'est vrai qu'on arrive là sur une trithérapie maximale associée à une insulinothérapie, donc c'est ce qu'on appelle un traitement mixte. Donc c'est vrai que, Madame Hajman, dans ces cas-là, si votre diabète n'est toujours pas équilibré, on a tendance à proposer une pompe à insuline. Donc j'aurais envie de vous répondre qu'il n'y a pas d'inconvénient à la pompe à insuline. Il suffit d'apprendre à la gérer. Moi, ce que je dis à mes patients, c'est que si vous savez gérer un téléphone, vous saurez gérer une pompe à insuline. Et avec de l'éducation, on arrive à mettre une pompe à peu près à tous les patients s'ils rentrent dans les critères et qu'ils n'ont pas de contre-indication à la mise sous pompe, qui est essentiellement une rétinopathie diabétique non traitée. Donc, effectivement, Madame Hajman, je vous invite à vous rapprocher de votre endocrino pour envisager cette mise sous pompe. Les inconvénients que les patients rapportent, peut-être, c'est de porter quelque chose sur soi, sur la peau. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de pompes. Vous avez des pompes patch qui sont très petites, très discrètes, qu'on peut poser sur le bras, sur l'abdomen ou sur les cuisses, et qui ont l'avantage de ne pas avoir de tubulure. Les autres pompes comme la G640 ou l'Ipsopompe, vont disposer d'un cathéter et d'une tubulure qui peuvent gêner certains patients, mais elles ont d'autres avantages, notamment le fait de pouvoir les retirer. Et donc, vous avez une autonomie d'une heure à 2 heures sans pompe. Donc, si vous souhaitez aller vous baigner ou vous doucher, vous pouvez la retirer. Donc, chaque patient a des préférences et on va s'adapter, on va proposer ce qui convient le mieux à chacun d'entre vous. Pour cela, on fait appel à des prestataires également qui vont nous aider à vous éduquer et vous proposer le choix de pompe le plus adapté à vous. Donc j'aurais tendance à vous dire qu'il n'y a pas vraiment d'inconvénients, qu'il faut choisir la bonne pompe et pour ça, il faut être bien conseillé et bien éduqué. Voilà pour Madame Hajman. Alors, on continue. Voilà, ça va vite. Je prends du retard sur vos questions. Je vais essayer d'être un peu plus concise.
Amel Bellabès, bonjour. Qui nous rapporte, donc elle a fait son analyse sanguine, je suppose, l'hémoglobine glyquée, je pense que c'est ce résultat que vous évoquez, Madame Bellabès, qui est à 7,5 pour une diabétique de type 2. C'est correct, mais peut mieux faire, j'aurais envie de vous répondre. Donc chez un patient jeune qui n'a pas de complications, il faut viser une hémoglobine glyquée inférieure à 7%. Donc voir si vous pouvez améliorer votre régime, votre activité physique, Madame Bellabès. Si tout est au point à ce moment-là, voir s'il ne faut pas modifier vos thérapeutiques. C'est pas trop mal, mais vous pouvez mieux faire, Madame Bellabès. Voilà. Salut à toi, Aymar. Je continue. Alors, on a eu diabète, cancer et neuropathie. J'en profite parce qu'effectivement, on a eu pas mal de questions sur la neuropathie diabétique sur notre page Facebook en amont de à l'annonce de cette e-live. Il faut dissocier la neuropathie qui est liée, Annick, au diabète et la neuropathie qui va être liée au cancer. Donc, la neuropathie diabétique est une complication sans doute la plus mal connue du diabète qui survient généralement au bout de plusieurs années de diabète mal équilibré et qui va endommager les nerfs du diabète, généralement plutôt les nerfs des membres inférieurs. Donc les symptômes vont être divers et variés. Selon les patients, ça va être généralement une baisse, une diminution ou une perte de la sensibilité des pieds. Ça peut également être des sensations douloureuses comme une sensation de froid, un engourdissement, des douleurs à type de picotement, de décharge électrique, de brûlure. Et ces patients, malheureusement, du fait de la diminution de la sensibilité, vont être exposés à des complications telles que des plaies, le mal perforant plantaire et quand les choses sont plus évoluées, au pied de Charcot, le fameux pied de Charcot. Qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à Annick? Le meilleur traitement de cette neuropathie, c'est surtout l'équilibre glycémique. Donc il faut équilibrer votre diabète pour au moins éviter l'évolution de cette neuropathie. Et pour les douleurs, effectivement, il existe des traitements médicamenteux qui peuvent vous soulager. Donc je vous invite, Annick, à vous rapprocher de votre diabétologue ou de votre médecin traitant pour déjà faire le diagnostic de la neuropathie. Est-il lié au diabète ou est-il lié à un cancer? Donc on sait que certains cancers ou certaines leurs traitements, les chimiothérapies peuvent provoquer des neuropathies. Le diagnostic se fait cliniquement. Donc c'est avec l'interrogatoire, on sait que ces neuropathies vont atteindre les membres inférieurs de façon bilatérale, tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt les deux. Elles prédominent elles prédominent plutôt la nuit et elles vont également s'étendre des orteils aux mollets. On parle de répartition en chaussettes. Voilà, donc si le médecin va vous poser des questions pour voir si ça ressemble à la neuropathie diabétique, on peut s'aider du questionnaire DN4 qui permet d'établir un score diagnostique. Et vraiment, si on a un doute et qu'on n'est pas fixé, on peut faire un électromyogramme pour s'aider et faire le diagnostic de la neuropathie. Voilà, pour vous répondre à Nick. Alors, je suis très en retard, il faut que je sois plus concise. Je n'y arrive absolument pas. Dans mes souvenirs. Alors, Nathalie, qui est diabétique de type 2, a priori un diabète bien équilibré puisqu'elle rapporte une hémoglobine glyquée à 5,9%, qui a des traces de sang dans ses urines et qui a fait un scanner des reins, qui ne retrouve pas d'anomalie et qui pose la question de la cause. Nathalie, alors il faut savoir qu'effectivement,
Les raisons de traces de sang dans les urines sont nombreuses. D'abord, il faut s'assurer que vous ayez fait, si vous n'êtes pas ménopausé et que vous avez vos règles, pas fait cette analyse à ce moment-là, bien à distance de vos règles, donc peut-être répéter l'analyse. Il peut également s'agir d'une infection urinaire, donc peut-être avant de faire un scanner, un simple ECBU et donc une analyse cytobactériologique des urines est recommandée. Et il peut effectivement s'agir d'atteinte rénale. Bon, alors, vous me parlez de traces, donc ça n'a pas l'air bien important, d'atteinte rénale, de syndrome néphritique. À ce moment-là, on vous invite, si ça persiste, à vous rapprocher d'un néphrologue pour retrouver la cause de ces analyses de traces dans les sangs. Mais avant tout, je vous conseille déjà de refaire cette analyse à distance de votre cycle menstruel et de vos règles et commencer par faire une analyse urinaire à la recherche d'un germe, d'une infection. Voilà pour vous, Nathalie. Alors, on continue. Proscrire Olivier Monge, tout à fait, il n'y a pas de souci, vous avez compris. Bonjour Sofiane. Bonjour Iman. Annick, je crois que j'ai un peu répondu, qui pose la question, je suis éligible à la pompe, comment faire le choix du modèle de pompe? J'ai un peu répondu à la question au début de l'iLive par rapport au modèle. Alors le premier élément qu'on prend en compte, c'est vos besoins en insuline. Il faut savoir que la petite pompe patch a un réservoir limité, donc les patients qui ont des besoins importants en insuline ne peuvent pas forcément bénéficier. Donc, si on est sous forte dose d'insuline, notamment chez les diabétiques de type 2, on va s'orienter sur les pompes à plus gros réservoirs comme la G140 ou l'Ipsopompe. Ensuite, l'idée, c'est de présenter les pompes aux patients avec chaque pompe a ses avantages et ses inconvénients. Donc, moi, je laisse le choix généralement aux patients de choisir la pompe qui lui paraît la plus adaptée et la plus confortable. Voilà pour vous répondre, mais c'est avant tout les besoins en insuline et les doses d'insuline qui vont orienter ce choix. Bonjour Saïda. Bonjour à tous. Annick, la boucle fermée. Annick, donc bon, c'est en fait le pancréas artificiel, je pense que vous évoquez, Annick. C'est des études qui sont en cours. On l'a évoqué également longuement dans les nouveautés sur le diabète, une e-live qui a été réalisée par le docteur Bénichou. Donc, je vous invite à la revoir si vous voulez plus de détails à ce sujet. Donc, il s'agit d'une pompe associée à un capteur qui permet de à la fois vous donner la glycémie, mais contrairement aux autres capteurs comme le Freestyle, il va intervenir sur votre pompe, notamment en cas d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie, pour les corriger. Et donc, on parle de boucle fermée, de pancréas artificiel, puisque ce capteur va permettre de limiter les hypos et de gérer les hyper, tout en gardant la main, le patient garde la main quand même sur sa pompe et sur l'envoi des bolus notamment. Mais je vous invite à revoir cette e-live qui est bien plus détaillée sur la boucle fermée. Nadia, bonjour. Quel médicament peut-il prendre un diabétique pour une grippe? Nadia, les mêmes médicaments que les autres patients lambda, ou qui ne sont pas diabétiques, à savoir un traitement essentiellement symptomatique. Le meilleur traitement de toute virose, c'est encore la patience ou le traitement symptomatique pour gérer la fièvre. Donc, il n'y a pas de traitement curatif des viroses. On peut, pour les cas graves, prescrire un antiviral qui s'appelle le Tamiflu, qui répond à la grippe saisonnière habituelle et qui permet de réduire la durée des symptômes et la contagiosité. Mais pour le reste, donc il s'adresse vraiment aux patients qui sont hospitalisés et qui ont des critères de gravité. Pour le reste, ça reste des traitements symptomatiques classiques, du paracétamol. Et puis c'est tout. Globalement, les antitussifs sont peu efficaces. Les anti-inflammatoires sont à prendre avec précaution. On sait qu'il y a
des complications qui peuvent être graves, comme les ulcères gastriques, des insuffisances rénales. Donc méfiez-vous des anti-inflammatoires, privilégiez le paracétamol sans en abuser, en respectant les prescriptions de votre médecin traitant. Mais je rappelle que il n'existe pas de traitement curatif, donc soyez patient, surtout, diabétique ou pas pour la grippe, hein. Alors, Iman me pose la question concernant, je suppose, un jeune de sa famille, âgé de 12 ans, qui s'arrache involontairement son cathéter au point de devoir le reposer 2 à 3 fois par jour. Alors effectivement, donc, nous avons évoqué tout à l'heure la possibilité de pompe patch pour éviter le cathéter. Si le cathéter pose problème, peut-être faudrait-il présenter à ce jeune garçon ces pompes patch qui évitent la tubulure et qui sont beaucoup plus petites et plus discrètes. D'ailleurs, les jeunes se sont ravis de cette pompe généralement et privilégient cette pompe, et ça nous a permis, avec l'avènement de cette pompe, de mettre beaucoup plus de pompes aux jeunes qui ne voulaient pas justement de cette tubulure qu'ils considèrent comme gênante. Maintenant, avec les prestataires, on arrive à trouver des systèmes D pour éviter l'arrachement des cathéters ou des capteurs freestyle libres. Donc, il existe pour ça plusieurs types de pansements ou de dispositifs adhésifs pour éviter que ça survienne. Alors, je continue les prochaines questions. Saïda. Saïda qui pose la question concernant les traitements antidiabétiques oraux. Elle constate que les médicaments sont tous différents. Personne n'a le même traitement, et pourquoi? Alors, je ne sais pas où vous habitez, Saïda. Déjà, premier élément de réponse, les noms des traitements changent selon les pays. Donc, il faut regarder la DCI, donc pas le nom commercial, mais le nom de la molécule, qui reste le même, international. C'est pourquoi sur les ordonnances, on parle de plus en plus de DCI, en DCI et pas en nom commercial. Donc sans doute, vous pensez que ce sont des médicaments différents, mais il s'agit du même médicament qui peut changer de nom selon le pays où vous vous trouvez. Ça, c'est le premier élément de réponse. La deuxième chose, c'est que nous avons la chance d'avoir un panel thérapeutique très important et très large. Donc effectivement, il existe différents traitements pour le diabète de type 2, des antidiabétiques oraux, que ce soit la metformine, que ce soit les sulfamides, que ce soit les glinides, que ce soit les gliptines, avec des gliptines orales comme le Januvia, donc c'est des inhibiteurs de DP4, ou les gliptines injectables qui sont les analogues GLP1. Donc effectivement, ça fait un panel large, et tant mieux, parce qu'on va pouvoir adapter à chaque patient le traitement le plus adapté. On va pouvoir proposer à chaque patient le traitement le plus adapté. Donc vous avez tous des profils différents selon votre diabète, sa sévérité, le temps d'évolution. Nous allons pouvoir proposer ces différentes thérapeutiques. Voilà, Saïda, j'espère que j'ai répondu à votre question. Nadira qui nous parle de sa petite fille de 8 ans qui a un diabète de type 1 et qui ne fait aucune activité physique. Quels sont les inconvénients? Alors, les avantages, je dirais plutôt de l'activité physique, c'est la consommation de sucre, et donc ça permet, mine de rien, de diminuer les glycémies. Alors du coup, il faut se méfier des hypoglycémies chez ces patients diabétiques de type 1 qui sont sous insuline, mais là encore, on peut l'anticiper en adaptant les doses d'insuline. Donc on peut éduquer les patients à changer leur dose d'insuline ou leur débit de base, ou à prendre une collation pour éviter ces hypoglycémies. Je parlerai plutôt davantage de l'activité physique. On sait que l'activité physique, chez le diabétique comme chez le non-diabétique, permet de réduire la morbimortalité. Donc, on va réduire les complications liées au diabète, par exemple,
et la mortalité. Donc c'est pour ça qu'on recommande une activité physique régulière. Et chez ces patients, on va pouvoir également, chez les diabétiques, maîtriser mieux les glycémies avec une activité physique régulière. Ça a également un effet sur l'état psychique et psychologique. On sait que ça améliore le bien-être général. Donc on recommande toujours une activité physique, que ce soit aux diabétiques et aux non-diabétiques. Y a-t-il un suivi psychologique? Iman nous pose la question. Proposé pour les jeunes diabétiques ou comment les aider à accepter la maladie et les pompes qui vont avec. Oui, tout à fait. On peut, donc tous les services généralement sont dotés d'une psychologue. On sait les difficultés des jeunes patients comme des plus âgés à accepter la maladie, qui est le premier frein au traitement du diabète. On sait très bien aujourd'hui, avec le panel thérapeutique dont nous disposons, traiter le diabète, on n'a pas de difficulté pour maîtriser les choses. Généralement, le plus gros frein, c'est le déni de la maladie, donc les difficultés d'acceptation du diabète qui vont provoquer une inobservance, donc des jeunes patients qui lâchent un petit peu leur traitement, qui ne se contrôlent plus. Et effectivement, une aide psychologique ou un soutien psychologique est tout à fait recommandé dans ces cas-là et peut les aider, notamment à la période de l'adolescence où on a tendance à perdre beaucoup de patients dans le suivi et le traitement de leur diabète. Comment les aider? Ben voilà, avec un suivi psychologique. Les pompes, effectivement, peuvent aider ces patients, notamment en termes de confort. Les capteurs également sont une véritable révolution pour ces jeunes et pour les moins jeunes aussi. Ça évite de réaliser des glycémies capillaires qui sont douloureuses, qui ne sont pas discrètes. Donc ces capteurs pour les patients qui sont sous pompe ou qui ont plus de 3 injections d'insuline par jour permettent une meilleure discrétion et un meilleur contrôle de l'équilibre glycémique. Ils deviennent aussi acteurs de leur maladie grâce à ces capteurs, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir réaliser des expériences à force de se scanner et de se rendre compte de l'effet de l'insuline ou des glycémies de tel ou tel repas. Ils vont pouvoir anticiper les situations et mieux adapter les doses de leur insuline. Donc la pompe, effectivement, et ses capteurs sont un avantage pour ces jeunes qui ont des difficultés. La pompe, pour le coup, pareil, permet une meilleure discrétion. Elle évite les 4 injections d'insuline par jour chez le diabétique de type 1. Et on arrive également à mieux équilibrer le diabète. Donc ça peut aider les jeunes à mieux accepter leur maladie quand les choses sont plus faciles à maîtriser. Voilà, Berman, je continue. De rien, Madame Agman, qui nous remercie des explications. Alors, Jamel, bonjour, je suis un diabète. Je vais essayer de résumer parce que le texte est assez long. Alors Jamel, vous n'avez pas précisé le type de diabète. Donc a priori, Jamel a jeûné. Il a pris un petit déjeuner tôt le matin. Et malgré ce, il a présenté une hypoglycémie à midi. Donc pour vous aider, Jamel, j'ai besoin de savoir quel est votre type de diabète et quel est votre traitement. Donc il est possible que certains antidiabétiques oraux ou évidemment l'insuline provoquent des hypoglycémies à distance d'un repas. Donc il faut adapter ses doses d'insuline ou adapter son traitement, notamment dans les traitements médicamenteux, les sulfamides et les glinites provoquent des hypoglycémies. Donc il faut adapter vos traitements pour éviter que ça arrive. Samia qui nous rapporte une hémoglobine glyquée à 8,7% chez cette patiente diabétique de type 2. Donc, je l'ai déjà évoqué précédemment, on va plutôt viser selon les patients et leurs complications. Si vous n'avez pas de complications, Samia, et que vous êtes relativement, que vous n'êtes pas une personne âgée, 8,7% c'est trop haut. Il faut donc revoir votre traitement ou votre régime diététique.
pour atteindre les 7%. Alors Nathalie, qui se plaint d'une chute avec une jambe qui a priori a présenté une faiblesse et qui est tombée dans les escaliers. Donc une IRM cérébrale et médulaire ont été réalisées, ne révélant pas de cause particulière. Et on lui aurait répondu que la cause est le diabète. Donc, alors, le diabète a parfois bon dos, hein, faut se méfier des complications qu'on met, enfin, des symptômes ou des situations sous prétexte que vous êtes diabétique, on vous répond que c'est le diabète. Dans votre cas, Nathalie, ce problème de jambe peut effectivement être lié à une neuropathie, donc il faudrait pour cela rechercher cette neuropathie et confirmer le diagnostic. Mais comme je l'évoquais tout à l'heure, la neuropathie atteint d'abord la sensibilité plutôt que la motricité. Donc le fait que votre jambe lâche, voilà, c'est étonnant que ce soit lié à la neuropathie du diabète, mais pourquoi pas effectivement. Donc je vous invite à vous rapprocher pareil de votre médecin traitant, de votre diabétologue, pour rechercher cette neuropathie et la confirmer. Si on a des difficultés pour cela, un électromyogramme peut être réalisé à la recherche pour confirmer que ce soit bien la neuropathie diabétique et pas autre chose. Voilà. Alors, Saïda qui nous parle des pics hyperglycémiques. J'avais aussi une question de Mariam sur notre page Facebook. Dans le même genre, j'en profite. Effectivement, votre diabète est une sorte d'alarme qui va avoir tendance, vos glycémies vont avoir tendance à monter dès lors que vous êtes confronté à un stress, qu'il soit physique ou émotionnel hein, ou psychologique. C'est donc tout à fait classique d'avoir une glycémie qui va ascensionner à ces moments-là. Parfois même, elle ascensionne avant la survenue des premiers symptômes du problème physique, par exemple avant une grippe, puisque c'est à la mode. Vous allez avoir une glycémie qui peut ascensionner le jour qui précède la fièvre, la toux et les signes classiques d'un rhume ou d'une grippe, par exemple. Donc, il faut généralement traiter la cause ou pour que ces glycémies reviennent à la normale. L'idéal, c'est de soigner la cause, l'origine de cette hyperglycémie. Maintenant, si l'hyperglycémie persiste sur plusieurs jours, on peut adapter les traitements. Donc, je vous invite là aussi à voir avec votre médecin pour adapter vos traitements de façon transitoire, puisque dès lors que la cause de votre hyperglycémie est traitée ou qu'elle est passée, vos glycémies vont revenir à la normale. Donc, méfiez-vous des hypoglycémies si vous avez ajusté votre traitement à ce moment-là. Donc, pour répondre à Saïda, peut-être que le traitement a été adapté lors de cette émotion forte. Et donc, on a peut-être augmenté les thérapeutiques pour gérer les hyperglycémies. Mais une fois que l'émotion passée et la glycémie revenue à la norme, il faut se méfier de revenir au traitement initial pour éviter les hypoglycémies si le traitement comporte des hypoglycémies. Amel. De rien, c'est très gentil, Amel. Alors, Farid qui nous parle de son diabète, il est âgé de 50 ans, il réalise un régime, il est sous glucophage, il pratique du sport de façon régulière, donc Farid a priori est le patient parfait, et donc sa glycémie varie dans une fourchette tout à fait respectable, entre 0,95 et 1,30. Et la question est de savoir si son diabète
va se développer dans les années qui vont venir. Alors Farid, pour répondre à votre question, effectivement, ce que vous faites permet de ralentir l'évolution de la maladie et peut-être on va pouvoir rester avec ce traitement qui est le meilleur traitement du diabète de type 2, le glucophage, la metformine, associé à votre diététique et votre activité sportive. On peut, grâce à cela, peut-être repousser l'évolution du diabète et gagner du temps. Mais il faut savoir que le diabète est une maladie évolutive et que très probablement, au-delà d'une dizaine d'années peut-être, ou de 15 à 20 ans, selon la sévérité du diabète dans votre famille, vous aurez à augmenter vos traitements. Mais même lorsque le diabète évolue, votre activité physique et votre diététique permettent tout de même de minimiser les traitements. Donc je vous félicite et je vous encourage à poursuivre ce que vous faites. Alors on continue les questions. Marie-Pierre qui a une hémoglobine glycée à 6,2% et qui se plaint, donc a priori bien équilibré, donc votre traitement semble adapté Marie-Pierre, mais qui se plaint d'une fatigue. Y a-t-il une modification à prévoir? Il y a surtout une cause à rechercher Marie-Pierre, donc le diabète n'est pas la cause de tous les maux. Une fois de plus, je vous invite à rechercher d'autres causes et refaire un bilan complet avec votre médecin. Mais dès lors que vous avez un diabète bien équilibré, sans hypoglycémie, je ne pense pas que le diabète puisse expliquer votre fatigue, Marie-Pierre. Et donc, il n'y a pas de modification à prévoir sur votre traitement, surtout si vous n'avez pas d'hypoglycémie avec une hémoglobine glycée aussi bien. Voilà. Marc-Olivier qui nous aide à répondre à nos questions. Merci Marc. Effectivement, si tous les diabétiques avaient les mêmes traitements, on ne servirait pas à grand-chose. Bon, je pense qu'on a encore quelques années devant nous et qu'on est encore utile, mais pour adapter justement les traitements aux patients, malgré l'avènement de la pompe et du pancréas artificiel, il faut éduquer, il faut adapter. Donc je pense qu'on est encore utile pour vous aider. Effectivement, méfiez-vous tout de même des forums ou des non-professionnels. Donc les forums sont là pour les partages. Nous avons aussi nous un groupe. Partagez vos expériences. Ça peut toujours aider des patients. Parfois l'expérience d'un patient est bien plus utile que le sermon d'un médecin. Maintenant, effectivement, ces e-live et ces forums ne servent pas à prescrire, mais sont là pour prévenir et conseiller les patients. Je rejoins tout à fait votre avis, Marc-Olivier. Alors, Nadia qui pose la question du diabète insipide, qui n'a absolument rien à voir avec le diabète sucré. Le diabète insipide provoque en fait chez les patients une polyurie en fait. Donc c'est des patients qui urinent beaucoup et qui vont avoir tendance, qui risquent de se déshydrater. Les causes du diabète insipide peuvent être soit rénales, une atteinte du rein qui régule mal l'émission urinaire, ou une atteinte hypothalamique. Donc c'est une glande dans le cerveau qui va produire une hormone qu'on appelle l'ADH, l'hormone antidiurétique, qui peut être touchée sur une atteinte hypophysaire et donc qui va provoquer ce diabète insipide, mais qui n'a absolument rien à voir avec le diabète qu'on appelle vulgairement sucré, pour le coup, pour l'opposer au diabète insipide. Voilà Nadia. On a tendance en fait, à l'appeler diabète parce qu'il se présente de la même façon. Les premiers signes d'un patient qui déclare un diabète, je vous rappelle, c'est la soif qui provoque une envie de boire importante et donc des urines importantes. Donc en fait, on a un petit peu associé ces deux pathologies du fait des symptômes qui sont liés donc à la polyurie.
Alors, Mathilde qui pose la question, bonjour, quand pensez-vous que la Medtronic G670 sera remboursée? Eh bien, Mathilde, justement, on espère qu'elle sera remboursée au plus vite. Bien évidemment, dans tous les autres pays d'Europe et aux États-Unis, elle est déjà remboursée. On est toujours un peu à la traîne en France. Maintenant, les protocoles d'études sont les études sont en cours et on a la chance à Perpignan de faire partie de cette étude concernant la Medtronic G170 qui va permettre de montrer et prouver une fois de plus ça a déjà été fait, hein, bien évidemment, puisqu'elle est remboursée dans d'autres pays. L'efficacité de cette pompe, elle sera donc son intérêt, bien sûr, c'est d'être associé au capteur Enlight qui permettra qui formera avec le capteur ce qu'on appelle le pancréas artificiel et donc la boucle fermée. On l'attend avec impatience. Les études ont déjà démarré. On espère, pour l'instant, on n'a pas de date pour le remboursement. Les laboratoires ne se sont pas encore prononcés, mais ils y travaillent avec les autorités de santé françaises. Alors, Toufik qui pose la question du traitement pour la neuropathie. Alors, ce qu'on peut traiter dans la neuropathie, c'est essentiellement la douleur. Effectivement, vous m'évoquez la carbothérapie. Alors, les traitements qui sont en général utilisés sont des anticonvulsivants ou des antidépresseurs qui vont avoir un effet sur la neuropathie. On peut commencer par l'un ou l'autre ou les associer et ils peuvent permettre de soulager les patients des douleurs neuropathiques. Je continue à avancer dans des partages d'expériences. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Et pour partager vos expériences, je vous invite aussi à aller au forum au groupe de la page Diabète 66 où vous pouvez échanger avec d'autres patients sur vos problématiques et vos soucis concernant le diabète. Olivier Monge, quelle est la cause de la résistance à l'insuline? Alors, la résistance à l'insuline fait partie de la physiopathologie du diabète de type 2. Donc on sait que dans le diabète de type 2, initialement, on a des muscles et les organes périphériques qui répondent mal à l'insuline. On a une production de l'insuline qui est altérée. Aussi, on a une mortalité plus importante des îlots de Langerhans qui produisent l'insuline. Donc tous ces phénomènes vont provoquer ce qu'on appelle la résistance à l'insuline et l'épuisement du pool qui produit l'insuline. Et donc, on arrive à un stade d'insulinopénie. À force d'épuisement, le pancréas n'arrive plus à produire assez d'insuline et c'est ainsi qu'on arrive à la découverte du diabète. Donc, à la découverte du diabète, on sait que cette insulinorésistance a d'ores et déjà provoqué la mortalité de 50% du pancréas fonctionnel. L'idée, donc, c'est d'épargner le reste pour que le diabète n'évolue pas trop rapidement. Et cette résistance à l'insuline va être aggravée par la surcharge pondérale. C'est pour ça qu'on lutte beaucoup sur la prise de poids chez les diabétiques de type 2, car celle-ci va aggraver la résistance à l'insuline et on rentre dans un cercle vicieux qui va provoquer l'épuisement plus rapide du stock résiduel de pancréas fonctionnel. Nathalie qui pose la question, quels sont les médicaments qui peuvent remplacer la metformine pour une prise en charge à 100%? En France, la plupart des médicaments qui sont commercialisés, que ce soit les glinides, les gliptines ou les sulfamides et l'insuline bien évidemment, sont tous remboursés par la sécurité sociale dès lors qu'on respecte les indications. Malheureusement, le seul médicament qu'on attend avec impatience, c'est des l'inhibiteur SGLT2, là encore déjà commercialisé en Europe,
qui a fait la preuve de la diminution de la morbimortalité et de son effet positif sur le diabète, la diminution des glycémies également. Donc c'est le seul qui n'est pas disponible et qui n'est pas remboursé en France. Mais tous les autres le sont. Alors je continue. Safi qui évoque les problèmes de cicatrisation chez le diabétique de type 1. Ce que je peux vous conseiller au mieux, Safi, c'est d'équilibrer au mieux votre diabète pour éviter ces problématiques de cicatrisation et de surinfection. Voilà, mais il n'y a pas plus de problèmes par ailleurs si vous êtes bien équilibré pour une intervention. Mais c'est vrai qu'on a tendance à s'assurer avant toute chirurgie de bien équilibrer les patients pour éviter les problèmes de cicatrisation et d'infection. Karima qui me parle de sa fille qui a 9 ans, et qui se pose sans doute la question du type de diabète. À cet âge, Karima, en général, c'est un diabète de type 1. Le diabète de type 2 survient plutôt chez les patients au-delà de 40 ans. Donc, à 9 ans, il n'y a pas de doute sur le type du diabète. Il s'agit probablement d'un type 1. Il faut consulter un spécialiste pour l'aider et mettre en place un traitement adapté, une insulinothérapie adaptée. Alors, il y a des rares cas de diabète de type 2 chez l'enfant, mais dans ces cas-là, c'est des patients qui sont touchés par une obésité importante avec une génétique familiale de diabète de type 2. Donc, pour faire le distinguo à cet âge, il est quand même important de vous rapprocher d'un spécialiste, d'un endocrinologue pour savoir ce qu'il en est et proposer le traitement le plus adapté. Lionel Parmentier de retour parmi nous. Bonjour Lionel, qui est diabétique de type 2, initialement traité par antidiabétiques oraux associant metformine et diamicron, et qui présente malheureusement une insuffisance rénale avec une clairance à 24 ml par minute. On lui a effectivement arrêté les antidiabétiques oraux, remplacé par le Novonorm, qui est effectivement le seul antidiabétique que nous pouvons poursuivre en insuffisance rénale aussi avancée. Quel est le risque de la metformine et le diamicron? Alors c'est une très bonne question, Lionel, parce que c'est quelque chose à laquelle on est confronté régulièrement. Le risque de la metformine, alors les patients confondent très souvent et pensent que la metformine est responsable de leur insuffisance rénale, alors que ce n'est pas du tout le cas. En fait, la metformine, quand elle n'arrive pas à être filtrée par le rein, quand elle se cumule, peut provoquer ce qu'on appelle une acidose lactique. Donc ce n'est pas la metformine qui provoque l'insuffisance rénale, mais l'insuffisance rénale qui n'arrive plus, qui fait que le rein n'arrive plus à filtrer le sang et donc en urine correctement. Vous avez la metformine qui va se cumuler. Cette acidose lactique est très grave. Elle est rare, mais très grave et peut provoquer un coma. Le diamicron, c'est un autre phénomène. Là encore, c'est le fait du cumul de la molécule du diamicron qui, comme vous le savez, le diamicron est un sulfamide et qui donc risque d'exposer aux hypoglycémies. Donc on arrête le diamicron pour éviter les hypoglycémies sévères chez les patients ayant une insuffisance rénale. Le Novonorm a l'avantage d'être un antidiabétique oral de courte durée, donc son action va durer 2 à 3 heures, donc il ne présente pas des risques aussi importants d'hypoglycémie que les autres sulfamides, c'est une glycine, c'est pas un sulfamide, le Novonorm, que les autres antidiabétiques auront. Voilà, pour répondre à Lionel. Je vais essayer d'accélérer pour espérer répondre à toutes vos questions. Malheureusement, le temps file. Lucie qui rapporte la situation de sa maman qui est sous immunothérapie pour un cancer du poumon et elle veut savoir si ce traitement fait monter la glycémie. Effectivement, Lucie, plusieurs traitements peuvent faire monter la glycémie, donc il suffit de vous reporter aux effets secondaires. Alors, je ne sais pas quelle immunothérapie et je vous avoue ne pas connaître toutes
les immunothérapies qui vont avoir une incidence sur les glycémies, mais c'est facile à retrouver dans les effets secondaires. Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, il n'y a pas que les traitements, hein, toute situation de stress qui peut être liée au cancer et pas forcément au traitement, peut provoquer une hyperglycémie. Donc, pas d'affolement. Si c'est ponctuel, les choses vont s'améliorer avec le traitement de la cause. Si en revanche l'hyperglycémie persiste, il faut alors adapter les traitements comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais effectivement, plusieurs traitements, chimiothérapie, même certains antihypertenseurs, hein, comme les thiazidiques, peuvent faire augmenter la glycémie. Et donc, il faut adapter les traitements si on a besoin de ces thérapeutiques. Alors, Guy, qui rapporte les hypoglycémies de son mari malgré un petit déjeuner, si j'ai bien compris. Pourquoi alors qu'il a un petit déjeuner a priori adapté? C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Hein. Si le traitement est adapté, si la diététique est adaptée, il faut s'intéresser au traitement. Peut-être que son traitement Guy est un peu surdosé. Il faut revoir à la baisse les traitements hypoglycémiants tels que les sulfamides ou l'insuline. Donc peut-être faudrait-il refaire le point pour adapter vos thérapeutiques. Monsieur Bélichou, bonjour. Quel est le régime du soir le plus approprié quand on a une glycémie élevée le matin? Alors, deux phénomènes peuvent expliquer une glycémie élevée le matin. Effectivement, d'avoir un repas copieux le soir, qui malheureusement est fréquent puisque c'est le moment où on se retrouve en famille. On a tendance pourtant à recommander d'alléger le repas du soir. Effectivement, le soir, on va se coucher. Il n'y a donc pas lieu de manger en quantité. On recommande peut-être d'alléger les féculents le soir, étant donné qu'il n'y a pas d'activité physique qui va suivre. Maintenant, pour les patients qui sont sous insuline ou sous hypoglycémiant, il faut quand même un minimum d'apport de féculents. Maintenant, le deuxième phénomène qui peut expliquer une glycémie élevée le matin, c'est le phénomène de l'aube, qui n'est pas forcément aggravé par votre repas de la veille, et qui va être lié à la néoglucogénèse, donc la production de glucose par le foie, qui est altérée chez le patient diabétique. Donc c'est un phénomène assez classique chez les diabétiques de type 2 qui vont avoir une glycémie élevée le matin et qui va tendance à diminuer sur la journée. Bien évidemment, ce phénomène va être aggravé par un repas copieux le soir. Donc, effectivement, on déconseille d'avoir un repas trop riche le soir. Donc, diminuer les quantités de féculents et de sucre rapide, bien évidemment. Olivier Monge qui demande comment obtenir une rémission de la maladie. Alors, c'est un terme adapté, Olivier. Effectivement, on ne guérit pas le diabète, mais on le maîtrise, on le contrôle. Alors, comme la rémission, en fait, on ne va pas parler de rémission, on va parler de traitement qu'on adapte au fur et à mesure. C'est-à-dire, comme je vous l'évoquais, le diabète va évoluer. Le premier traitement qui va permettre le meilleur contrôle de la maladie, on a évoqué, c'est la diététique et l'activité physique adaptée. Et au fur et à mesure que la maladie évolue, on va adapter les traitements pour le diabétique de type 2. Donc on va commencer par la metformine qui est le traitement qui est le seul traitement qui lutte contre l'insulinorésistance, puisque c'est vous qui avez posé la question sur l'insulinorésistance, et donc qui nous permet de gagner le plus de temps en épargnant le pool fonctionnel de pancréas. Et puis petit à petit, on va rajouter. Donc en fait, on est dans une maîtrise, on ne parle ni de guérison, ni de rémission, on est dans la maîtrise de la glycémie avec une adaptation des traitements au fur et à mesure de la maladie. Saïda, avec plaisir, c'est un plaisir d'être avec vous et de partager.
Euh, Fabienne qui nous parle de sa petite fille qui est diabétique de type 1 et qui fait des hippos tous les soirs. Comment cela se fait-il? Alors, Fabienne, ce qui est important de préciser, c'est à quel moment fait-elle ses hippos? Est-ce qu'elle les fait après le repas ou à distance du repas? Si les hypoglycémies surviennent dans les 3 heures qui suivent le repas et donc l'injection d'insuline rapide, euh, sa dose d'insuline rapide est probablement surdosée. Donc, il faut revoir à la baisse sa dose d'insuline rapide. Si en revanche, après le repas, sa glycémie était tout à fait correcte et que l'hypoglycémie survient à plus de 3 heures après le repas, alors il s'agit davantage d'un surdosage de l'insuline lente. Donc il faudrait donc diminuer cette dose d'insuline. Mais pour cela, il faut faire le diagnostic de l'hypoglycémie, savoir quelle insuline est responsable chez votre petite fille de cette hypoglycémie. Est-ce l'insuline rapide qui agit dans les 3 heures après le repas ou la lente qui agit à distance? Magid qui pose la question, est-ce que le stress peut causer le diabète? Il va le déclencher, on parle de diabète précipité, mais le diabète en général survient, en tout cas le diabète de type 2, dans un contexte de prédisposition génétique. C'est une maladie polygénique, familiale, hein, donc c'est une maladie héréditaire. Donc en général, on présente un diabète quand on a des facteurs de risque et une famille de diabétiques. Et très souvent, effectivement, on va retrouver un facteur déclenchant, mais sur des familles prédisposées au diabète. Donc, tous les patients qui ont un stress ou un choc émotionnel ne vont pas forcément développer un diabète. Il arrive quand même sur un terrain prédisposant, mais le stress peut effectivement précipiter la découverte du diabète. On va malheureusement arriver au terme de cette. Je vais tout de même essayer de répondre à un maximum de questions et accélérer, puisqu'on arrive au terme de cette e-live où vous avez été nombreux. Merci de nous suivre. Mais je vous invite à revenir à ce rendez-vous hebdomadaire. Et donc, toutes les semaines, vous aurez un médecin pour répondre à toutes vos questions. Estelle. Estelle qui parle des lipodystrophies. Alors, juste un rappel général, les lipodystrophies sont des petites boules graisseuses qui sont liées aux injections répétées d'insuline dans le tissu sous-cutané. Donc, ils se forment si on injecte l'insuline toujours au même endroit. Vous allez avoir des petites boules qui vont se créer, qu'on appelle les lipodystrophies, et qui sont palpables lorsqu'on passe la main sur la peau. Ces lipodystrophies sont dangereuses puisqu'on sait qu'elles ont tendance, si on injecte de l'insuline dedans, elles ont tendance à garder l'insuline, à stocker l'insuline qui ne va pas agir, donc le patient va être exposé à une hyperglycémie et à tout moment elle peut relarguer cette insuline, pas forcément à des moments appropriés et donc provoquer une hypoglycémie. Donc si vous palpez des lipodystrophies, il est important d'éviter de s'injecter de l'insuline dans ces endroits et de faire une rotation. Alors combien de temps pour probablement, ça dépend des patients et on va dire quelques jours à quelques semaines selon les patients. Donc il est important de s'auto-palper pour s'assurer de leur absence avant de s'injecter de l'insuline et pour éviter leur survenue, donc de faire une rotation des sites d'injection, ne jamais toujours piquer au même endroit pour éviter que ces lipodystrophies se forment. Voilà Estelle. Tahir, étant donné que nous arrivons à la fin de cette e-live, l'alimentation que doit prendre la personne diabétique, je vous invite à regarder les e-lives qui ont déjà abordé ce sujet, qui sont sur notre page Facebook hein, et sur notre vidéothèque. Il y a une e-live qui a été faite par un médecin, le docteur Mortinera, avec une diététicienne et une autre e-live également qui a été faite par le docteur Id avec une diététicienne qui répond à toutes les questions concernant l'alimentation du diabétique. Je vous invite à les revoir. Désolé, mais le temps presse.
Karima qui me pose la question, si on oublie de donner l'insuline du matin, comment faire? Si c'est de l'insuline rapide, on a tendance à déconseiller de réaliser un rattrapage d'insuline à la sauvette, on va dire, sans manger pour corriger une hyperglycémie. L'hyperglycémie, donc en conséquence de cet oubli, puisque le fait de ne pas manger, d'envoyer de l'insuline rapide, risque de provoquer une baisse brutale de la glycémie et donc une hypoglycémie. Donc on a plutôt tendance à conseiller d'attendre le repas suivant et de corriger la dose d'insuline habituelle puisque vous serez en hyperglycémie. Et à ce moment-là, au lieu d'envoyer vos doses habituelles, vous allez la revoir à la hausse pour corriger cette hyperglycémie en sachant que là, par contre, vous êtes couvert par votre repas et donc vous êtes moins à risque de faire une hypoglycémie plutôt que de faire un rattrapage. Donc évitez les rattrapages, attendez le repas suivant et réajustez votre dose d'insuline. Pierre Bénichou qui nous pose la question de l'introduction de l'insuline lente chez un diabétique de type 2 qui est déjà sous traitement oral. Alors effectivement, comme je le disais tout à l'heure, le diabète de type 2 est une maladie évolutive qu'on commence par traiter par un régime adapté, une activité physique adaptée. Quand celle-ci ne suffit plus et que le diabète est déséquilibré, on va introduire les antidiabétiques oraux en commençant par la metformine, puis les sulfamides ou les glinides selon le profil du patient. Et enfin, quand on arrive à une trithérapie maximale avec un diabète toujours déséquilibré, on va introduire une insuline lente. On parle alors de traitement mixte pour équilibrer le diabète. Cette insuline lente va être adaptée, on va adapter le dosage pour atteindre une fourchette glycémique à jeun le matin correcte. Donc en général, on part sur une dose théorique selon votre poids et on va l'adapter au fur et à mesure. Voilà pour répondre à votre question, Pierre. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il est important de garder tout de même certains antidiabétiques oraux pour favoriser, pour lutter contre l'insulinorésistance, puisque même lorsque votre maladie, votre diabète évolue, la physiopathologie de l'insulinorésistance persiste. Donc, pour éviter de mettre de trop fortes doses d'insuline, on va conserver surtout la metformine, les analogues GLP-1, et en revanche, on va commencer à diminuer les hypoglycémiants comme les sulfamides pour éviter d'aggraver le risque d'hypoglycémie avec l'insuline. Voilà pour Pierre. De la dose. Marois qui nous pose la question, si la glycémie à jeun est au-delà d'un 40 chez un patient de type 2 déséquilibré, doit nécessiter l'augmentation de la dose d'insuline. Effectivement, en général, on vous remet, Marois, un protocole pour adapter votre dose d'insuline lente, comme je répondais à Pierre, qui va s'adapter par rapport à votre glycémie à jeun. Donc, effectivement, si votre médecin traitant ou votre endocrinologue a défini une fourchette glycémique le matin entre 0,8 et 1,30, c'est la fourchette habituelle pour les patients qui n'ont pas des comorbidités importantes. Si 2 jours de suite vous êtes au-delà de votre fourchette, il faut augmenter votre dose d'insuline du soir de 1 ou 2 unités et vous laisser le temps de voir la répercussion de cette augmentation. Si il s'agit d'une augmentation ponctuelle et que vous avez identifié la cause, par exemple un repas festif, et bien à ce moment-là, il n'est pas conseillé d'augmenter sa dose d'insuline de façon ponctuelle puisque vous risquez de faire une hypoglycémie si vous reprenez votre régime habituel. Donc il faut vraiment que cette hyperglycémie persiste sur plusieurs jours. On dit au-delà de 2 jours d'augmenter sa dose et de l'adapter en fonction des glycémies que vous obtenez. Alors, Fifi.
Fifi Jupette nous pose la question, est-il possible de mettre une pompe sans fil? Elle est sous Humalog 20 unités, 12, 12 et 45. Alors, Fifi, la pompe Omnipod a un réservoir de 200 unités d'insuline. Donc, il faudrait faire le calcul. Je vous laisse le faire puisque le calcul mental n'est pas mon fort. Je pense que vous êtes au-delà des 200 unités pour 3 jours. Donc, il faudrait faire le total de votre dose d'insuline sur 3 jours. Mais il me semble que vous les dépassez au vu de vos fortes doses d'insuline. Du coup, on conseille plutôt les pompes filaires type G640 ou l'Ipsopompe qui est beaucoup plus légère et beaucoup plus discrète que la G640 si vraiment ce qui vous gêne c'est avec la G640 et la taille de la pompe. Donc, bon. En cas d'hypoglycémie, pour répondre à Gada, en cas d'hypoglycémie à 0,60 chez un diabétique sous insuline, que faire? Eh bien, il faut revoir votre dose d'insuline Gada. Donc, a priori, les doses de rapide, il faut vraiment les nuancer par rapport à plusieurs éléments. D'abord, votre repas. Vous n'allez jamais faire la même dose de rapide si vous faites un repas léger en féculents ou si vous faites des extras. Donc, si vous mangez une salade ou une paella, vous n'allez évidemment pas faire la même dose d'insuline. Donc, premier élément d'adaptation. Deuxième élément d'adaptation, votre glycémie avant le repas, la glycémie préprandiale. Vous n'allez pas faire la même dose d'insuline rapide si vous êtes à 1 gramme ou si vous êtes à 2 grammes avant votre repas. Donc la dose de rapide doit être toujours nuancée par votre repas et par votre glycémie avant le repas. D'autres éléments après d'adaptation, c'est de voir ce qui se passe après l'injection d'insuline, donc la glycémie post-prandiale, 2 heures après le repas, qui vous permet de savoir si le dosage que vous avez envoyé est adapté. Donc, ça vous permet de acquérir une expérience et un apprentissage sur vos besoins en insuline et faire mieux pour les prochaines fois. L'autre paramètre à prendre en compte, le dernier, l'activité physique. Si vous allez faire une activité physique immédiatement après le repas, que ce soit du sport ou que ce soit une activité un peu plus intense qu'à l'habituel, il faut revoir à la baisse votre dose d'insuline. Donc il faut être très flexible sur vos doses d'insuline. Autant la dose d'insuline lente dépend essentiellement de votre poids et donc vous n'avez pas souvent à la modifier, autant les doses d'insuline rapide vont dépendre de plusieurs paramètres qu'on vient de citer. Et donc, il faut être très flexible sur ces différents paramètres et sur les doses que vous allez adapter. Évidemment qu'il faut dépasser les doses si vous faites des repas très festifs où il y a beaucoup d'écart, notamment en féculents ou en sucre rapide. Comment éviter l'insuffisance rénale, Carole, quand on est diabétique de type 2? Essentiellement en équilibrant votre diabète. Toutes les complications du diabète surviennent sur des années de diabète déséquilibré. Donc c'est important de bien vous équilibrer pour éviter ces complications à distance. Il faut aussi maîtriser les autres facteurs de risque des complications qui sont généralement les facteurs de risque cardiovasculaires, que ce soit l'hypertension artérielle qui a une incidence importante sur le rein, que ce soit le tabagisme qui a une incidence importante sur les artères, que ce soit aussi le cholestérol. Donc il faut maîtriser à la fois le diabète et les autres facteurs de risque cardiovasculaires. Voilà, merci Lionel aussi à vous de participer. Je crois qu'on va conclure, c'est une bonne transition. Désolé, je n'ai pas pu répondre aux dernières questions. Globalement, c'est des remerciements. Donc, on essaiera de répondre aux dernières questions. Je vous invite, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à ce rendez-vous hebdomadaire. On avisera pour les prochaines fois, on vous annoncera si on met en place des thématiques pour essayer de cibler les e-live. Mais toutes les semaines, de façon hebdomadaire, vous aurez un médecin pour répondre à vos questions. Voilà, avec plaisir et à très bientôt.